Hello YouTube, on est de retour de notre petite escapade au pays des châteaux et on dirait bien que sur le chantier, les choses commencent à s'arranger. Je vais évidemment vous faire l'update de notre toute dernière fuite. On va pouvoir terminer la pose des dernières façades dans la cuisine et notamment celle du lave-vaisselle. Et on va même pouvoir installer la table, comme ça vous aurez un aperçu de ce à quoi ça va ressembler dans le projet final. J'ai aussi tous mes petits achats de vacances que j'ai envie de vous montrer. Et surtout, je vais vous montrer le projet pour la chambre et en particulier la construction du placard sur mesure qui va nous occuper dans les prochaines semaines. Bon, on va aller voir tout de suite comment a évolué la fuite depuis qu'on est parti. Normalement, j'avais croisé la voisine avant de partir qui m'avait dit que c'était soit réparé le jour même, soit le lendemain. Donc, quand on est parti, ça coulait plus. On va voir s'il y a eu des petites traces entre-temps. Donc, on avait mis ce carton et normalement, bon, il n'y a pas de traces de mouillé dessus. Donc, ça va. Par contre, ce que je vois, c'est qu'ici, là, ça y est, on a des traces de moisi qui sont apparues au plafond. Ça là, je suis un peu trop petite, mais ouais, c'est du moisi. Donc, ça veut dire que ça a bien coulé quand même. Et ça, oh, ça c'est dégueulasse. Alors ça, pareil, hein, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais c'est des petites traces de moisi là qui sont... qui ont poussé un peu comme des champignons. C'est dégueulasse. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que ça s'est vraiment mis que là, à l'endroit où il y avait l'ancienne saignée. Ici dans la fissure on voit que c'est un peu jaune. Ah ouais, le mur quand même il a bien pris là au fond. Il est tout jaune. Là il y a une tache jaune aussi. Oh, je peux pas aller si loin mais voilà, on voit qu'il y a du jaune qui a coulé quand même le long du mur. C'est un peu flippant. Parce que du coup bah forcément ça s'infiltre hyper facilement dans les endroits qui sont fragilisés, où il y a des fissures, où il y a des creux. Bon en tout cas heureusement que ce plafond là il n'était pas encore fait. Parce que sinon, bah, ça aurait été la galère encore. Hein. Avant de partir en vacances, vous vous souvenez, on avait ce problème avec la porte de notre lave-vaisselle qui restait pas maintenue en position ouverte. J'avais contacté le SAV du fabricant et on était un petit peu en stand-by. Et le jour où on était à Chambord, juste avant qu'on fasse la petite visite du propriétaire, je reçois un appel de la société de réparation et là, la dame me pose quelques questions au téléphone et rapidement, elle me demande si la façade a été installée sur le lave-vaisselle. Donc je lui dis que non, qu'en plus on vient juste de l'acheter, etc. Donc elle me dit « Ah mais votre appareil, il est pas défectueux. En fait, effectivement, c'est la façade qui permet de faire contrepoids et de maintenir la porte en position ouverte. Donc bah il n'y a plus qu'à tester et on va voir si ça marche. » La façade du lave-vaisselle, elle est pas pré-percée, donc il y a un gabarit de perçage à l'intérieur du carton. Et c'est à nous de faire les trous pour visser les fixations métalliques qui permettent d'accrocher la porte sur le lave-vaisselle. Dans le doute, comme on avait un peu peur de se louper et de transpercer la façade et qu'on voulait pas refaire un road trip, je sais pas où en France pour aller en rechercher, on a décidé d'acheter tout le stock qui leur restait à Orléans, donc on a acheté 3 portes de lave-vaisselle, au moins on est tranquille. Même le vendeur, il a trouvé ça un peu bizarre, il nous a dit « Ah bon, mais vous avez 3 lave-vaisselle chez vous ?» Oh, magique! Oui! Bon, bah la meuf avait raison. Donc voilà à quoi ressemble la cuisine avec toutes les façades installées, enfin presque, et surtout le moment que j'attendais avec trop d'impatience, la table à manger au milieu de la pièce. C'est pas trop cool, sérieux? Il faut trop que je vous montre tous les trucs que j'ai ramenés de Saint-Étienne. Déjà parce que c'est trop cool et que je suis trop contente. Et aussi parce que une fois qu'on aura fini les travaux et que j'aurai des trop belles plantes dans ma déco, je pourrai vous montrer à quoi elles ressemblaient au moment où je les ai achetées. La meuf qui a trop de l'espoir, genre comme si j'allais réussir à les avoir hyper grandes et hyper belles et que j'allais pas toutes les faire mourir. Alors j'ai ramené pas mal de petites choses. Déjà, pas mal de petites boutures que la mère de Stéphane m'a filé de plantes qu'elle avait chez elle. Donc je commence par vous montrer ça. Et puis après, j'ai aussi plein de baby plantes que j'ai achetées à Gamme Vert. Bon, je connaissais pas ce magasin, j'ai découvert là-bas, mais peut-être que vous en avez à côté de chez vous. La première qu'elle m'a filée, je vous montre parce que c'est la plus belle. C'est une bégonia, enfin c'est des boutures de bégonia. En fait, elles sont déjà racinées, elle les avait déjà mises en eau avant qu'on arrive. Elle en avait plein, mais c'est les 2 seules au niveau desquelles j'ai réussi à décrocher les racines. Je sais pas exactement quel type de bégonia c'est, peut-être vous savez.
J'ai téléchargé une application qui s'appelle Planta, qui répertorie un peu tous les types de plantes et qui me permet aussi de savoir si je les ai bien positionnées ou pas en fonction des besoins de la plante. Bon après moi j'ai pas 15 millions de types d'exposition dans l'appartement donc je fais ce que je peux. Mais comme tout est à peu près répertorié sur leur application, bah ça me permet de trouver des photos qui ressemblent un peu aux plantes que j'ai pour arriver à trouver leur nom exact. Donc celle-là, je dirais que c'est une Bégonia albopicta. Je sais pas trop, mais elle fait des fleurs roses, et il y a des fleurs roses sur la photo. Parce que j'ai aussi essayé de l'identifier avec Google Lens et ça a pas du tout marché. La deuxième bouture que j'ai récupérée, c'est ça. C'est un cactus de Noël, donc j'en ai pris 3 petites branches. Le sien il était en train de fleurir, donc j'ai essayé de prendre les branches où il n'y avait pas les fleurs, parce qu'apparemment il faut pas faire de bouture sur des branches qui sont en train de fleurir. Donc j'espère que celles-là elles vont quand même fonctionner. Et c'est un des rares types de cactus qu'on bouture dans l'eau. Alors moi vous savez, je bouture à peu près tous mes cactus dans l'eau, mais c'est pas très recommandé, mais ceux-là oui, c'est la manière de les bouturer apparemment. J'ai récupéré aussi celle-là, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Il y a certaines feuilles qui ont un genre de tige, et il y a certaines feuilles qui sont juste genre des grosses feuilles mastoc comme ça. Ça a un peu une texture de plante grasse, c'est doux, et un petit peu pulpeux je dirais. En tout cas c'est joli. Elle avait aussi ça qui est apparemment du gros thym. Donc elle s'en sert pour la cuisine, elle en met dans des tisanes, elle en met dans des plats. Ça a des feuilles vraiment douces et un peu poilues. Et ça j'ai lu qu'il suffisait de les planter dans la terre et que c'est un peu comme une mauvaise herbe, ça pousse hyper facilement. Bon moi je les ai mises dans l'eau pour l'instant et je sais pas, on dirait que les feuilles elles commencent à avoir les contours un peu noirs. Donc peut-être ça leur convient pas l'eau, je vais peut-être essayer d'en mettre quelques-unes directement dans la terre, voir ce que ça donne. J'ai aussi une toute petite misère. Alors la misère ça se bouture hyper bien donc je suis pas trop inquiète. Elle est vraiment toute petite celle-là. Par contre je sais pas du tout quelle variété c'est. Encore un mystère. Donc tout ça c'est les plantes d'intérieur et après j'ai en plantes d'extérieur une qui a déjà moisi en fait. Donc voilà. Audrey la main jaune a encore frappé. Et un petit lierre. Alors j'aimais bien ce lierre parce qu'il a des différences de couleur, il est vert et jaune. Mais les nouvelles feuilles qui sont en train de pousser, bah, je vois qu'elles sont que vertes. Donc je suis un peu déçue. J'étais pas trop inquiète sur le lierre parce que je pensais que ça allait bien se bouturer. Et en fait quand on est revenu après les vacances, je me suis aperçue que les petits lierres que j'avais plantés et que j'avais essayé de bouturer tout ça, ils étaient super bien partis au départ et là ils sont à moitié morts, à moitié tout mous. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps mais finalement je crains que ça ne soit pas si facile. On a fait le tour des petites boutures, maintenant je vous montre les baby plantes. Donc comme je vous disais, c'est des plantes que j'ai achetées chez Gamme Vert. Et c'est des toutes petites plantes, elles s'appellent plantes mini, je les ai payées 2,90€ pièce. Le seul problème, c'est que du coup, il y a juste marqué plantes mini, donc sur aucune des plantes que j'ai achetées, il y a le nom. Alors il y en a certaines, c'est très facile de savoir, et il y en a certaines, et ben franchement c'est la galère, et je vais encore avoir besoin de votre aide. Celle-ci, c'est un croton. Alors on l'a acheté parce que Stephen il adore cette différence de feuilles avec des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles vertes, enfin voilà, donc les couleurs sont assez jolies. Moi je suis pas ultra fan, mais ça lui faisait plaisir. Bon après, c'est pas comme si lui il allait s'en occuper, hein, parce que je vous rappelle qu'à la base c'était quand même son idée à lui de faire des boutures, non seulement pour le balcon, mais aussi pour que le temps qu'on fasse les travaux, les plantes aient le temps de pousser et qu'à la fin, quand on finisse l'aménagement, on ait des super belles plantes partout. Et finalement, moi je me suis beaucoup plus prise au jeu que lui et je suis devenue plante addict. Et lui, bah il en a rien à foutre. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment trop jolie, j'adore. Donc pareil, c'est toujours marqué plante mini à 2,90€, de toute façon c'est le cas pour toutes. Celle-là, elle a des feuilles rouges, presque violettes, je trouve ça vraiment magnifique. C'est une petite bégonia, et d'après mes recherches, je dirais que c'est une bégonia rex. Celle-ci, elle est toute mignonne aussi, elle est en train de sortir des petites nouvelles feuilles. Je suis assez contente. C'est un peperomia, donc c'est la même famille que le petit pilea que j'avais acheté à Truffaut et que la Moon Valley que j'ai acheté lors d'une vente plante pour tous. Mais ce que j'adore, c'est qu'elles ont pas du tout les mêmes feuilles, elles sont complètement différentes toutes les trois. Par contre celle-ci, je sais pas exactement quelle variété c'est, à nouveau j'ai essayé de chercher mais je
Je sais pas trop, il y en a plusieurs qui ressemblent. Je l'ai mise dans un petit pot que j'ai trouvé en déstockage à Ikea et qui m'a coûté 90 centimes. Et je trouve que l'ensemble est vraiment trop mignon. Un autre type de peperomia, c'est celui-là. J'adore comment les tiges, elles partent un peu dans tous les sens, presque comme ma misère qui est là. Celui-là, je pense que c'est un peperomia rotondifolia, un truc comme ça, mais je suis vraiment pas sûre. En tout cas, j'aime trop la tête qu'il a. Et la dernière petite baby plante, c'est un syngonium avec des petites feuilles roses, trop mignonnes. Oh, il y a déjà des feuilles qui sont moisies. Bon, il va falloir que j'aille regarder tout ça de plus frais. Il y avait le même en grand à côté dans le magasin et je trouvais que les grandes feuilles et tout ça c'était super joli. Donc on va voir si celui-là il arrive à devenir aussi beau. Du coup je regarde pas mal de contenu plantes en ce moment sur internet et il y a vraiment deux courants de pensée. Il y a ceux qui disent que c'est cool d'acheter des baby plantes et de les faire grandir dans son intérieur parce que du coup plus elles arrivent jeunes et plus elles ont le temps de s'adapter à un environnement qui est pas forcément l'environnement parfait comme quand elles grandissent en serre avec le taux de luminosité parfait, avec le taux d'hygrométrie parfaite. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais acheter des baby plantes. Et puis après, j'ai aussi entendu que finalement, le problème des baby plantes, c'est qu'elles demandent beaucoup plus de supervision. Il faut beaucoup plus y faire attention, beaucoup plus être vigilant. Et le problème quand on débute, c'est que comme là, bah, y a des petites feuilles qui sèchent, on sait pas si c'est assez arrosé ou trop arrosé ou pas assez arrosé. Et c'est un petit peu difficile de savoir ce qu'il faut faire. Donc on va voir si j'arrive à garder tout ça en vie, et surtout si elles grandissent le temps qu'on avance sur les travaux, pour pouvoir les utiliser pour faire une jolie déco dans l'appartement, une fois que tout ça ce sera fini. Dites-moi lesquelles vous aimez, dites-moi lesquelles vous aimez pas, dites-moi ce que vous avez chez vous, je suis trop curieuse de savoir. Enfin je sais pas, parce qu'après ça va me donner des nouvelles envies. Ah, et mon alocasia qui était mal en point, finalement, il est en train de faire une petite pousse. Comme je vous le disais en début de vidéo, le but pour les semaines à venir, ça va être d'avancer sur notre chambre. L'idée, c'est vraiment d'essayer de terminer cette pièce. On va dire qu'on a déjà fait le principal. Je vous avais fait une vidéo de la rénovation intégrale de cette pièce. Si vous l'aviez manqué, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Et maintenant, il va nous rester les finitions. Donc les étapes qui vont nous rester, ça va être la pose des moulures, la peinture qu'on aimerait bien faire à l'airless, et le papier peint qu'on va mettre en tête de lit. Mais avant tout ça, on a une chose à faire en particulier, c'est la construction d'un placard sur mesure, d'un grand dressing. En gros, dans cette pièce, l'idée ça va être de faire des rangements à tous les endroits un peu inutilisés. C'est-à-dire qu'on va utiliser complètement l'angle de la pièce pour y faire un grand dressing. On va aussi faire un placard magique dans le creux laissé entre les deux conduits de cheminée et pareil au bout de la pièce dans le petit renfoncement. En termes de dimension, dans l'angle, on a environ 180 cm entre le mur et la première partie du conduit et de l'autre côté, du côté de la porte, environ 3,20 m de mur à mur. On a cherché dans le commerce les solutions d'armoire et de dressing qui pouvaient s'intégrer avec nos dimensions et on n'a pas trouvé grand chose. Donc pour avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté à nos dimensions, on a décidé de combiner plusieurs systèmes. Donc on va mixer les armoires Pax d'Ikea avec des meubles de cuisine de chez Leroy Merlin parce qu'il se trouve qu'ils font la même profondeur de 58 cm. En plus, Leroy Merlin, ils ont un meuble d'angle qui est plutôt pas mal, qui va bien s'adapter à notre espace, puisqu'il fait 97 cm de chaque côté, donc presque 1 mètre. Par contre, le problème, c'est que comme c'est un meuble bas, c'est pas une colonne, et ben nous on va être obligés d'en acheter plusieurs pour pouvoir les empiler et aller comme ça jusqu'au plafond. Sur le mur face, une fois qu'on a positionné notre caisson d'angle, on voulait quand même ajouter une armoire Pax de 50 cm parce qu'elles sont vraiment pratiques en termes de rangement et du coup ça nous laisse l'espace entre les deux pour un petit meuble de 30 cm qui encore une fois n'existait pas dans la solution dressing d'Ikea. Donc ce sera à nouveau des petits meubles de cuisine Leroy Merlin qu'on va devoir empiler. Sur le mur de côté, une fois notre caisson d'angle en place, on va avoir la place de rajouter deux armoires Pax. Encore une fois 50 cm chacune, ce qui va nous faire arriver à une trentaine de centimètres de l'encadrement de la porte. Et au-dessus de la porte, on a pas mal hésité, mais finalement on va venir rajouter des petits meubles de 60, parce qu'on se dit que ça sera plus joli que notre corniche passe au-dessus du placard intégralement et que ça évite de faire plein d'angles. En termes de budget, pour vous donner une idée, les 4 meubles d'angle, on les a payés au total aux alentours de 350 € chez Leroy Merlin. On a les 4 petits meubles de 30 cm qui ont coûté au total aux alentours de 130 €.
et les deux meubles hauts de 60 cm, 62 € environ pour les deux. En sachant que quand on fait des gros achats chez Leroy Merlin, on utilise notre carte maison avec les moins 10%, donc du coup on a payé tout avec moins 10%. Et on a acheté deux armoires Pax Ikea 50 par 58 de profondeur par 2,36 m de haut. Celle-ci on va en avoir besoin de 4, mais comme on en avait déjà 2 dans notre ancien appartement, on va pouvoir les réutiliser et faire de la récup, donc on en a acheté que 2 nouvelles. Et il y en a une troisième qu'on avait aussi qui avait été découpée pour s'encastrer dans un conduit de cheminée dans notre ancien appart. Celle-là, on va la sacrifier parce qu'on va avoir besoin de découper certaines parties pour prolonger les meubles. Donc au total, ça nous a coûté un petit peu moins de 700 € juste pour les caissons, en sachant qu'à ça, il va falloir qu'on rajoute le prix des aménagements intérieurs et aussi le prix des portes, mais pour l'instant on n'est pas encore exactement sûr de ce qu'on veut faire, donc on verra tout ça plus tard. Bon, avant de se lancer dans la construction du placard sur mesure, il faut encore qu'on pose les goulottes pour notre électricité qui était restée en suspens. Je vous remontre pas tout ça parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait dans la cuisine, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien de cette vidéo dans la description. En attendant, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. C'est quoi ce machin? C'est trop chelou. Je pensais que c'était une nouvelle feuille qui poussait, mais en fait c'est pas du tout une feuille, c'est quoi? C'est une fleur? Trop bizarre. C'est le fruit du dragon.